Et on va accueillir maintenant Anita Burguin du service de santé numérique de l'hôpital européen Georges Pompidou et de Necker, qui va donc nous montrer l'application de tout ce qu'on vient de découvrir il y a quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, effectivement, moi, je vais vous présenter les choses du point de vue de quelqu'un qui fait de l'informatique médicale, donc avec un aspect un petit peu, alors pas technologique, mais un petit peu organisation des données. Donc, là, tout d'abord, on a beaucoup parlé de la génomique et de l'évolution de la génomique dans le contexte des maladies rares, et on sait qu'on va aller de plus en plus vers du génome first, la capacité de faire du génotypage complet pour tous les patients qui sont à risque d'avoir une maladie rare. Et donc, on est sur une stratégie qui va nous amener à avoir de plus en plus de données génomiques et de plus en plus de données génomiques qui vont être produites dans le cadre du soin. Et ça, je pense que c'est vraiment un changement important. Jusqu'à présent, on était plutôt avec de la génomique qui arrive de la recherche, mais par contre, on avait sur certaines pathologies la capacité d'avoir des données de génomique qui arrivent dans le cadre du soin. Donc ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Guillaume l'a rappelé aussi, on va pouvoir diagnostiquer plus vite, mieux prendre en charge les patients, avoir des tests diagnostiques qui vont être réalisés plus tôt. Et donc, on va gagner de façon considérable sur cet aspect-là. On gagne également sur des aspects de base de données. On a évoqué plusieurs fois la notion de base de données. Et en fait, il y a eu un appel à candidature France 2030 qui proposait aux différents établissements hospitaliers de candidater pour upgrader leurs entrepôts de données de santé. Et vous savez qu'à l'AP-HP, on a un gros entrepôt de données de santé qui prend en compte toutes les données cliniques et qui a du coup toutes les données cliniques de tous les patients qui passent au niveau de l'AP-HP. Donc on s'est dit, dans le cadre de cet appel à projet, on va proposer un cas d'usage qui soit le cas d'usage maladie rare. Et on a déposé un dossier entre la PHP et puis l'Institut Imagine, et ce dossier a été retenu. Donc du coup, on est sur la phase de développement, de mise en place de ce plan au niveau de la PHP. Alors, les maladies rares, on n'a pas voulu s'attaquer à toutes les maladies rares en même temps parce que ça faisait vraiment des choses extrêmement complexes, des groupes de travail immenses. Enfin, du coup, on s'est focalisé sur un type de maladie rare qui correspond aux déficiences intellectuelles. Pourquoi on a fait les déficiences intellectuelles? C'est parce que le génotypage est déjà réalisé dans le cadre du plan France Médecine Génomique et que ça correspond à une communauté qui est une communauté quand même assez importante au niveau de la PHP et qui va adresser des problèmes qui sont des problèmes de prise en charge des patients. Prise en charge des patients parce que c'est quand même des choses qui sont assez fréquentes dans la population. Ça concerne environ 3% de la population. Comme je vous l'ai dit, on a déjà le séquençage complet. Et puis, on a quand même, malgré ce séquençage, 50% des patients qui sont en impasse diagnostique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la cause de leur déficience intellectuelle. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet pour démarrer. Alors, on a démarré il n'y a pas tellement longtemps. On a démarré fin mars 2025 et vous verrez qu'on a déjà beaucoup avancé et qu'on a déjà permis de regrouper pas mal de personnes sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est d'avoir le maximum de données, c'est-à-dire d'avoir non seulement les données de l'EDS, donc les données du dossier patient, Orbis, etc., qui existent déjà au niveau de la PHP, mais d'intégrer également toutes les données de génomique, donc des données qui étaient jusqu'à présent un petit peu cloisonnés au niveau de Sequoia et sur lesquels on n'avait pas l'intégration complète avec le dossier patient. Ce qu'on est aussi en train de faire, c'est d'intégrer les données qui viennent de la BNDMR, c'est-à-dire que vous remplissez un certain nombre de fiches BAMARA avec des données codées, etc. On s'est dit, à partir du moment où on a des patients rares, voire ultra rares, avec des maladies ultra rares, on a besoin d'intégrer toutes les données. Et donc l'idée, ce n'est pas de laisser de côté à nouveau un certain nombre de ces informations, mais de tout regrouper au niveau de chaque patient atteint de maladie rare qui est pris en charge au niveau de la PHP. Donc on intègre toutes ces données et on est en capacité de faire du clustering des données génomiques, du clustering des données phénotypiques, des données cliniques, et de regrouper les deux et de regarder justement, en regroupant les deux, est-ce qu'on est capable de découvrir des choses nouvelles. Alors ça nous permet de réanalyser des dossiers patients, donc de résoudre les problèmes d'impasse diagnostique, de résoudre des problèmes pour lesquels on n'a pas trouvé le variant qui était mis en cause, donc de rechercher des nouveaux variants, de mieux phénotyper aussi parce que je ne sais pas quelle est la qualité des informations que vous mettez dans un certain nombre de registres, mais en fait, quand on regarde un petit peu les données qui sont recueillies, les données structurées qui sont recueillies, on se dit, mince, par rapport au dossier patient, en fait, dans le dossier patient, on a d'autres informations qu'on pourrait intégrer également dans le cadre du phénotypage.
Et donc, on est sur un phénotypage, je dirais, global, prenant en compte la totalité des informations et toutes les données qui sont dans le dossier patient. Donc, ça va nous permettre de construire... Alors, j'ai utilisé déjà cette notion de cohorte avec des données suffisamment riches, un petit peu comme Winnicott a les mères suffisamment bonnes. Vous voyez, on n'est pas en train d'essayer d'avoir des données qui étaient vérifiées, revérifiées par des arcs. On est sur des données qui doivent nous permettre de réaliser un certain nombre d'algorithmes, justement, pour faire du diagnostic, pour faire de la prise en charge des patients. Donc, des données suffisamment riches, suffisamment bonnes. Et donc, bien entendu, on veut avoir un bénéfice ensuite pour la prise en charge des patients. Alors, je vous ai expliqué un petit peu toutes les données. Vous savez que dans Moabi, donc dans Sequoia, on est soumis au consentement explicite des patients qui vont indiquer qu'ils sont d'accord pour qu'on réutilise les données pour la recherche. Donc, on va prendre ces données-là. On va intégrer également les données de la BNDMR et donc toutes les données qui sont des données structurées, qui sont saisies avec des codes HPO, enfin des choses que vous connaissez bien. Donc, on intègre tout ça et on intègre tout ça dans l'EDS, donc avec toutes les données du dossier patient qui contiennent les résultats de laboratoire, qui contiennent les comptes rendus avec lesquels on peut extraire des nouvelles informations, enfin tout le dossier patient que vous connaissez parfaitement bien. Donc on a toutes ces informations et donc on va ensuite pouvoir le mettre en place pour toutes les maladies rares. Actuellement, on le fait pour les maladies rares qui sont du ressort de la déficience intellectuelle et ensuite on va pouvoir faire évidemment beaucoup de projets de recherche sur ces données. Alors, on a déjà un large écosystème qui est mobilisé. On a les filières de maladies rares qui ont été contactées vraiment dans le cadre du programme Indice, donc sur la déficience intellectuelle. On a les collégiales, avec la collégiale de génétique, de pédiatrie, de cytogénétique, de psychiatrie, d'imagerie. Donc, on a voulu faire un projet qui soit un projet qui englobe toutes les parties prenantes au sein de la PHP. Donc on a commencé avec un travail qui a été réalisé au tout départ entre Necker, la Pitié-Salpêtrière et l'Institut Imagine. Et il s'est étendu progressivement avec d'autres sites. Et maintenant, on a aussi l'Institut du cerveau de l'enfant qui est partie prenante et l'hôpital Robert Debré. Donc on a également l'implication des patients et enfin, tout a été mis en place et bien entendu un accord du CSE qui a été obtenu fin octobre. Alors, pourquoi je vous parle de ce dossier? Parce que vous allez dire, c'est un dossier, c'est encore des informaticiens qui regroupent des données. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler auprès de cette audience? D'une part, parce que c'est un sujet maladie rare, mais surtout, c'est que ce programme Indice, en fait, il préfigure tout ce qu'on va être capable de faire au niveau de la PHP sur les maladies rares. La première chose, c'est qu'on va être en capacité d'avoir des données extrêmement riches, le plus riches possible, sur nos patients. Et donc, on va pouvoir collaborer plus facilement au niveau international et pouvoir passer vers des modèles qui soient des modèles pas centralisés au sens centralisation nationale, mais des données de la PHP qui vont participer à des programmes internationaux. Ça va nous permettre aussi de préfigurer tout ce qui est offre de services génomiques, et on l'a évoqué, et ça va nous permettre de voir comment on va gérer les données dans le cadre d'un génotypage beaucoup plus large. Et donc, je crois que Guillaume, toi tu l'as évoqué tout à l'heure, tu avais sur une de tes slides la notion d'apprentissage fédéré. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important de faire en sorte que la PHP soit en capacité de pouvoir participer à des programmes de manière apprentissage fédéré. Dans les solutions classiques, en fait, on pool les données sur un seul centre, sur un seul repository, et on va développer les modèles sur ces données qui ont été poolées. Ce qu'on veut faire et ce qu'on fait partout ailleurs, dans tous les autres pays, de façon vraiment classique, c'est qu'en fait, les données ne bougent pas. Les données restent où elles sont et on est en capacité d'échanger des modèles. Et donc, c'est ce qu'on veut mettre en place au niveau de la PHP également, et c'est d'autant plus important pour les maladies rares qu'on a besoin de mettre en place des collaborations internationales. Et vous imaginez bien que depuis quelque temps, ça se tend un petit peu sur les transferts de données. Alors, l'autre point, et pourquoi c'est important de développer ce programme Indice, c'est que c'est aussi une étape vers la médecine de précision. Et la médecine de précision, alors je ne vais pas vous reparler des publications d'Éric Topol, vous les connaissez tous. Il a fait ce très joli schéma dans une publication, alors c'était dans Nature Medicine, où il montre en fait que les données pour traiter la médecine de précision doivent être des données multimodales.
Et pour moi, il est bien clair qu'on ne peut pas faire ça de façon centralisée au niveau national. Ces données multimodales, elles ne peuvent être que locales. On ne va pas transférer tous les examens de labo, toutes les données d'imagerie, etc. Et dans le cadre d'indices, on va pouvoir le faire à la fois sur le diagnostic, on va pouvoir le faire également sur le phénotypage, c'est-à-dire qu'on va connaître de plus en plus de choses sur les histoires des patients telles qu'elles sont racontées par les cliniciens de façon narrative dans les comptes rendus. Donc, le troisième point que je voulais évoquer, c'est le dernier, c'est que c'est une étape vers ce qu'on appelle, dans mon jargon, les systèmes de santé apprenants. Donc, les systèmes de santé apprenants, ça veut dire qu'on a les données de soins qui vont servir pour la recherche. Certes, on va pouvoir faire des projets de recherche, mais ce qui est particulièrement important, c'est qu'ensuite, on veut revenir vers le soin. Et ça, je pense que c'est vraiment notre rôle dans les hôpitaux, de faire en sorte qu'on ait cette boucle complète. Et donc... Et donc, dans ce contexte-là, on a d'une part des données de génotypage, on a les données qui sont les données de phénotypage, où on va voir tous les signes cliniques. On est en capacité, puisqu'on est dans un environnement sécurisé hospitalier, d'avoir aussi, par exemple, des photos, des visages, enfin d'avoir toutes les données qu'on sécurise de manière complète. Et ensuite, on va pouvoir revenir vers le clinicien, revenir vers le patient. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en consultation devant un patient pour lequel le diagnostic n'a pas été établi, vous êtes en capacité de regarder si dans l'entrepôt de la PHP, il n'y a pas un autre patient qui soit similaire et à partir duquel vous allez pouvoir élaborer un diagnostic. Et vous connaissez là aussi toutes les publications qui ont été faites, et en particulier par l'équipe de Stanford, sur toutes ces méthodes-là. Donc ça nous semble particulièrement important. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est quelque chose qu'on développe. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a beaucoup travaillé, Necker, Institut Imagine, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer de façon massive. Du coup, l'intérêt est en train de se développer au niveau de la PHP, avec l'Institut du cerveau de l'enfant et les hôpitaux du nord de Paris qui donc s'intéressent au problème de la microcéphalie, pour lequel on va avoir du phénotypage qu'on va automatiser au maximum, au lieu de demander à des ARC d'aller saisir dans les dossiers patients, vous savez, tous ces éléments et de remplir des dossiers électroniques. Et donc, on va pouvoir également refaire des diagnostics à partir de ces données. Je finis avec ma dernière diapositive. Ah, il ne veut plus. Si. Voilà, donc je voulais remercier l'ensemble du consortium. Vous voyez qu'il est important, qu'on a commencé il y a moins d'un an, et je vais laisser la parole du coup à Benoît, qui fait partie du consortium. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont des responsables de collégiales. Il y a Xavier Jeunemaître également qui est impliqué dans ce dossier. Il y a Rémi Salomon, et puis il y a beaucoup de généticiens et 2 instituts, 2 IHU. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Benoît Funalo, on a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions. Moi, j'en avais une éventuellement. Je comprends bien la réflexion autour du phénotype. Et quelle est la réflexion autour du génotype? Est-ce que ce sont des réflexions justement complètement nouvelles dont on n'a pas l'habitude? Ou est-ce qu'on vous commencez par des réflexions dont on a un peu plus l'habitude, de variants rares, de variants fréquents, de variants somatiques, autre chose comme ça? On commence par les variants, effectivement. On commence par l'analyse des données génotypiques en tant que telles. On fait par ailleurs du phénotypage qu'on appelle haut débit, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous les phénotypes qu'on est en capacité de récupérer à partir, par exemple, des comptes rendus d'imagerie cérébrale pour la déficience intellectuelle. Enfin, vous voyez, tout le dossier patient. Et donc, on va, dans un second temps, rapprocher les données de génotypage avec les données de génotypage et voir si on est en capacité de mieux profiler des patients et de mieux connaître l'histoire de leur maladie. Donc on fait les deux. On commence la partie données génotypiques et la partie données phénotypiques et on relie les deux et on est en train on l'a fait dans plusieurs RHU et ce qu'on veut le faire, c'est le faire de façon beaucoup plus massive au niveau de l'ensemble des patients atteints de maladies rares de la PHP. Ça nous semble vraiment une voie d'avenir. Merci, très belle présentation. Là, tu nous as très bien montré le lien entre la clinique et la recherche. Dans l'approche omique, c'est indissociable, en fait. Oui. Et le problème, c'est que la loi distingue la finalité de soins et de recherche. Et c'est vraiment une entrave. Oui.
une des entraves, je dirais, à l'évolution de ces techniques, sachant que dans une approche omique, aujourd'hui, quand pour du diagnostic, on fait France Médecine Génomique, on ne peut pas dire que ce n'est pas de la recherche. Oui. Il y a cette dimension. Est-ce qu'à la PHP, on ne pourrait pas avoir une réflexion pour aller plus loin dans le consentement du patient, un peu le plus générique possible quand il arrive dans une structure de soins du CHU que nous sommes, pour justement d'emblée inclure la finalité de recherche dans le cadre de son soin? Parce qu'à mon avis, ça devient de plus en plus théorique, cette dichotomie. Alors, c'est vrai que ce type de projet, ça pose la question du consentement. On est beaucoup en train de travailler avec le CSE, avec un certain nombre d'organismes, y compris la CNIL, pour travailler sur l'accès à ces données-là. On sait que ce sont des données potentiellement identifiantes et que du coup, je trouve, en tout cas pour ma part, que les patients qui viennent nous voir à la PHP nous font confiance. Moi, j'ai été responsable des demandes de retrait, justement, de l'entrepôt de l'HEGP. Alors, vous allez me dire, c'est juste un hôpital, mais franchement, par an, j'en avais 1 ou 2. Donc, je pense que sur un périmètre aussi sécurisé, aussi médical que la PHP, les gens nous font confiance. Si on commence à dire, moi je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais je ne suis pas tellement dans l'optique que les médecins produisent des données et après libérons les données pour qu'on fasse de la recherche. Je pense que les deux sont complètement intriqués. L'expertise, elle est chez nous. L'expertise pour analyser les données, elle est vraiment au sein de nos institutions. Et enfin, je pense qu'on est d'accord sur ces aspects-là. Je pense que tout le monde est d'accord. Merci beaucoup encore.